À partir du moment où la victoire contre la Prusse apparaît impossible, il faut signer un armistice et un traité de paix. Mais pour cela, pour que ce traité soit légitime, il faut d'abord élire une assemblée nationale. Donc, ce qui va être fait, on va dire un petit peu en catastrophe, en février 1871. On reparlera de cette assemblée, mais vous pouvez voir tout de suite qu'elle est composée en majorité de royalistes. Les républicains sont associés à cette époque à la poursuite de la guerre, tandis que les monarchistes sont associés à la paix. Même si la population française n'est pas forcément hostile à la République, elle va donc voter en majorité pour des monarchistes, parce qu'elle veut la paix le plus rapidement possible. Cette paix est signée en mai 1871, c'est ce qu'on appelle le traité de Francfort. La principale conséquence de ce traité, c'est la perte de l'Alsace-Moselle. Vous voyez sur cette carte la nouvelle frontière entre la France et l'Empire allemand. La France perd le Bas-Rhin avec Strasbourg, le Haut-Rhin sauf la ville de Belfort qui a résisté à la Prusse, ce qui va devenir jusqu'à aujourd'hui le territoire de Belfort, une sorte de mini-département, et la France perd également la Moselle avec Metz, ce qui entraîne un redécoupage jusqu'à aujourd'hui des départements. Vous voyez sur cette image que ce traité de paix est vécu par la France comme une humiliation terrible. Donc on voit une représentation de la France qui se fait lacérer de coups de couteau par les Prussiens, qui est obligé de signer un traité de paix qui est tendu par Bismarck. L'image est particulièrement brutale, on voit au pied de cette allégorie de la France des enfants morts, qui représentent les pertes humaines de cette guerre de 1870, notamment du siège de Paris, et deux enfants qui se font kidnapper, l'Alsace et la Lorraine. Dernière chose, du fait du traité de Francfort, la France doit payer des sommes importantes à l'Allemagne, ce qui est représenté sur la gauche de l'image. Donc une humiliation terrible, notamment lorsque les députés alsaciens doivent quitter l'Assemblée nationale, et une humiliation qui est à l'origine du sentiment de revanche qui persistera jusqu'à la Première Guerre mondiale et qui est incarné notamment en 1871 par Léon Gambetta. Là où l'année terrible va être particulièrement terrible, c'est qu'on enchaîne une guerre contre un autre État, guerre contre la Prusse, et une guerre civile, la Commune de Paris. Alors, la Commune de Paris, c'est un événement qui a été très étudié, qui a été très débattu, quelques semaines qui sont particulièrement denses en événements. L'origine de cette Commune de Paris, c'est d'abord une blessure, on va dire, patriotique. Le refus de la défaite contre la Prusse. Alors, il y a d'autres causes à cette Commune de Paris, des causes idéologiques, des causes surtout sociales, des questions très, très politiques, mais d'abord, il faut retenir cet élément patriotique. Les Parisiens ont été assiégés par les Prussiens et ils n'acceptent pas l'armistice qui a été signé avec la Prusse. Ils n'acceptent pas non plus le nouveau gouvernement qui se met en place et qui est dominé par des députés royalistes. Alors, un certain nombre d'humiliations vont conduire assez rapidement les Parisiens à prendre les armes contre le gouvernement. Je vous ai mis d'abord une photographie du défilé des troupes allemandes dans Paris, le 1er mars 1871, qui est très mal accepté
par les Parisiens, mais qui a été inscrit dans l'armistice par les Prussiens qui veulent montrer l'ampleur de leur victoire. Autre humiliation, la décision d'Adolphe Thiers et des autres députés d'installer l'Assemblée nationale, non pas à Paris, comme c'était le cas, mais de l'installer à Versailles. Alors, Adolphe Thiers, c'est l'homme fort en 1871. C'est quelqu'un qui a déjà une très longue carrière politique derrière lui, qui a été ministre de Louis-Philippe, donc qui était, on va dire, plutôt un orléaniste, partisan de la monarchie de Louis-Philippe. Quelqu'un qui a été ensuite un opposant au Second Empire et qui en 1871 est devenu un républicain par raison, mais un républicain conservateur. Quelqu'un qui est très hostile aux mouvements sociaux qui agitent à cette époque Paris. Il est nommé chef du pouvoir exécutif et son titre change en 1871, il devient président de la République, donc c'est le premier président de la Troisième République. Donc Adolphe Thiers décide de s'installer à Versailles parce qu'il a peur de la population parisienne. Et la population parisienne voit ça comme une provocation. Surtout, en mars 1871, le 18 mars plus exactement, Adolphe Thiers va décider de récupérer les canons de la garde nationale qui se trouvent sur la butte Montmartre à Paris. Il veut ainsi enlever à la population parisienne un moyen finalement d'entrer en insurrection. Sauf que c'est justement cette tentative pour reprendre les canons de Montmartre qui lance le soulèvement de Paris le 18 mars 1871. Thiers va décider de faire sortir ses troupes de Paris et d'assiéger en fait la capitale. Donc, les troupes qui sont fidèles au gouvernement vont être appelées les troupes versaillaises, parce que le gouvernement est à Versailles. De leur côté, les insurgés parisiens vont proclamer la Commune de Paris, élire des représentants et choisir comme symbole le drapeau rouge. Cette Commune de Paris ne va durer que quelques semaines, mais c'est un moment, comme je l'ai dit, très intense, avec l'organisation de la lutte contre l'armée versaillaise, mais également tout un ensemble de mesures sociales. La volonté de créer vraiment une société nouvelle, une nouvelle façon de faire fonctionner politique et société. Alors, ça va être appliqué uniquement à l'intérieur de Paris. C'est notamment la séparation des églises et de l'État, la laïcisation de l'enseignement, une nouvelle place pour la culture tournée vers le peuple, la place également des femmes, comme on l'a vu avec Louise Michel. Et ce modèle, la Commune de Paris va en quelque sorte le proposer au reste de la France. C'est ce que je vous ai mis ici, la déclaration au peuple français du 19 avril 1871, qui dit que cette révolution de la Commune est la fin, je cite, du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage. La patrie, ses malheurs et ses désastres. Donc pour les communards, la défaite face à la Prusse vient finalement du régime du Second Empire, mais plus généralement d'une société qui n'est pas assez égalitaire, qui a maintenu en réalité les privilèges qui étaient censés avoir été abolis en 1789, et la Commune donc se propose de résoudre en quelque sorte la question sociale, se propose d'appliquer un certain nombre
d'idées, ce qu'on dirait aujourd'hui des idées communistes, à la société. Même si je rentre pas dans les détails, à l'intérieur de la Commune de Paris, il va y avoir des tendances souvent très variées et des idées, des personnages qui vont s'opposer. La Commune de Paris essaye de proposer son modèle de société au reste de la France, mais finalement le mouvement va rester très parisien. Il y aura quelques tentatives en province, mais le reste de la France va être majoritairement hostile à la Commune de Paris et va en réalité approuver la répression qui est organisée en mai 1871 par les Versaillais. Donc la Commune de Paris, c'est à la fois un mouvement très ambitieux, avec des idées qui aujourd'hui peuvent nous paraître très modernes, mais c'est aussi un mouvement qui va être miné par des contradictions internes, qui va être extrêmement bref et qui n'aura pas surtout le soutien du reste de la population française. Alors, pour illustrer également cette Commune de Paris, je vous ai mis une des images les plus célèbres, la destruction de la colonne Vendôme, symbole du pouvoir napoléonien avec la statue de Napoléon Ier à son sommet. En mai 1871, les communards vont décider d'abattre cette commune, d'abattre cette colonne, d'abattre en fait le symbole de domination qu'elle représente. C'est un geste extrêmement fort de cette Commune de Paris. La conclusion de cette expérience communarde est particulièrement sanglante. Alors c'est justement ce qui a été surnommé la semaine sanglante du 22 au 28 mai 1871. Avec l'accord des Prussiens, qui soutiennent cette volonté de répression, les armées versaillaises, donc les armées du gouvernement d'Adolphe Thiers, vont faire la reconquête de Paris. Alors vous voyez que cette reconquête se fait par l'ouest, par les quartiers bourgeois de Paris, et va progresser de jour en jour vers l'est en détruisant petit à petit les barricades mises en place par les communards. Ce sont des combats particulièrement féroces, avec d'un côté des troupes, comme on dit, de ligne, c'est-à-dire des troupes de l'armée versaillaise, et de l'autre, des insurgés qui peuvent être des hommes, des femmes et parfois également des enfants qui vont lutter avec l'énergie du désespoir contre ces troupes versaillaises. La fin de cette résistance va se dérouler dans le cimetière du Père-Lachaise, donc sur les hauteurs de l'Est parisien. Et vous voyez également sur ce tableau tout un ensemble d'incendies, puisque pendant la Commune de Paris, vous allez avoir l'incendie d'un certain nombre de monuments de la capitale, comme l'Hôtel de Ville, qui sera reconstruit à l'identique, ou le Palais des Tuileries, qui lui ne sera jamais reconstruit. La répression est particulièrement féroce. Alors les chiffres varient, mais les historiens estiment qu'il y a au moins 10 000 personnes fusillées sans procès ou avec une vague ébauche de procès. La plupart du temps, comme ici, les insurgés pris les armes à la main sont immédiatement fusillés dans les casernes et les commissariats. Au moins 10 000 fusillés et ensuite 10 000 condamnations, des condamnations à la prison, des condamnations surtout au bagne. Vous l'avez vu avec Louise Michel, qui va être condamnée au bagne en Nouvelle-Calédonie. Donc une répression particulièrement féroce de la part d'Adolphe Thiers, pour montrer également que la République qui se met en place est une République conservatrice qui ne permet pas les mouvements insurrectionnels comme la Commune.